Merci d'être venus si nombreux, hein, avec le beau temps. On redoutait que les gens soient partis en randonnée. Donc chaque été, on essaye de faire une petite conférence, je dirais, très simple, très classique, pour rappeler un peu l'historique de la Compagnie des Guides de Saint-Gervais et l'histoire un petit peu de l'alpinisme dans le Val-Montjoie. Donc c'est assez léger. L'idée, c'est de venir à la rencontre un petit peu du public et de pouvoir échanger un peu sur l'histoire, mais aussi sur les réalités du métier de guide. Et comme l'a dit Alizé, c'est un complément vivant en fait, de l'exposition du musée des guides de Haute-Tour. Je vais me présenter brièvement. Je suis Julien Peloux, je suis originaire de Saint-Gervais. Je suis guide de haute montagne et moniteur de ski. Et je suis le président de la Caisse de secours. La Caisse de secours, c'est le fonds de solidarité de la Compagnie des Guides de Saint-Gervais. Elle a été créée très tôt, dès la fondation de la compagnie en 1864, un petit peu inspirée du modèle de celle de Chamonix qui a été créée en 1823. Et cette Caisse de secours, donc, c'est vraiment une emblème de notre compagnie. C'est un fonds de solidarité pour aider les familles endeuillées et les guides qui se sont blessés au cours de leur activité. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une assurance, hein, c'est simplement une aide symbolique qu'on distribue un petit peu selon nos ressources et puis selon les nécessités de chacun. Donc c'est important et c'est pour ça qu'on essaye de faire des manifestations régulièrement pour alimenter un petit peu cette caisse de secours, dont ces petites conférences où on compte sur la générosité des gens pour pouvoir faire avancer un petit peu l'aide aux guides blessés. Donc voilà, caisse de secours, on est dans le vif du sujet, hein, la compagnie des guides de Saint-Gervais. Donc elle a été fondée en 1864, comme vous le savez déjà, hein, c'est une grande classique. Mais il existait déjà des guides avant cette date. Et les premiers guides datent de la fin du XVIIIe siècle dans notre vallée. On a déjà mention de guides, de ce que nous on appelle guide de haute montagne aujourd'hui, mais à l'époque il n'y avait pas vraiment de dénomination, on disait guide et il n'y avait pas vraiment de diplôme non plus. On trouve donc c'est des mentions dès les années 1775. Et c'est à partir de 1880 que vraiment le métier, si on peut le nommer comme ceci, parce qu'à l'origine, ce n'est pas vraiment un métier, c'est un complément d'activité, va commencer un petit peu à se structurer, en premier à Chamonix forcément, et ensuite dans notre vallée, notamment autour des tentatives d'ascension du Mont Blanc, où les premiers voyageurs, les Britanniques comme Hudson et Kennedy, les Genevois comme De Saussure au Bourrit, qui vont venir donc fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, tenter les ascensions du Mont Blanc. Donc ils vont avoir besoin de porteurs, de personnes qui connaissent le terrain et qui savent aussi manipuler la hache, la corde. Donc ils vont embaucher donc, ces premiers locaux qui vont donner naissance au métier de guide. Donc à Saint-Gervais et à Chamonix, la particularité, c'est que c'est un milieu social assez original. C'est que les premiers guides viennent des familles de chasseurs de chamois pour Saint-Gervais et de cristalliers pour Chamonix, en fait, qui étaient des divertissements et puis aussi un complément d'activité à l'époque. Et on recrute donc les premiers guides dans ces milieux sociaux parce que ce sont des gens qui connaissent la montagne et qui savent un petit peu manipuler une corde, manipuler une piolette, ce qui est l'ancêtre du piolet, et aussi qui connaissent les itinéraires. Et surtout, ce que rapportent les premiers touristes, c'est que c'est des gens qui ont une forme physique assez remarquable, qui sont acclimatés, donc très pratiques pour leur première tentative. Donc par exemple, quand Bourrit, le chantre de la cathédrale de Genève, donc un protestant genevois, va faire une tentative de l'ascension du Mont Blanc par Saint-Gervais. Donc il va s'arrêter au village de Bionasset et donc il va recruter des guides dans ce village qui vont à la fois monter sa cabane, donc son bivouac on peut dire, au niveau de Pierre-Ronde, pas très loin de la cabane actuelle de Pierre-Ronde, et qui vont porter son matériel, parce que bien sûr à l'époque ce sont des savants et des chercheurs, il y a toujours une orientation scientifique,
et qui vont aussi l'assurer, l'encadrer. Donc c'est vraiment la naissance du métier, donc des touristes extérieurs qui recrutent dans des villages, des locaux, et des locaux qui sont un petit peu en marge du milieu agropastoral et qui connaissent un petit peu mieux la montagne que les autres. Donc ces villages sont particuliers aussi. S'il y a une sociologie, il y a aussi une géographie des premiers guides. Et les villages, si vous connaissez un peu la vallée, ils se situent principalement en rive droite du Bonnan. Donc les principaux hameaux sont Bionasset, qui est un peu le camp de base du Mont Blanc à la fin du XVIIIe siècle. Le hameau de la Gruvaz, la Gruve comme on dit chez nous, et puis la Villette, et donc tout ce versant un petit peu entre Prarion, tout sur les flancs du Prarion, Mont-Lachat, au pied en fait au pied du massif. Donc il y a une vraie géographie, et donc la géographie va donner des noms de familles, et c'est principalement les familles Jacquet de la Villette. Il y a les Gervais à la Gruvaz, il y a plein de noms, les Pérou à Bionasset, qui vont donner les premières grandes familles de guides dans notre vallée. À l'époque, on entend par guide donc celui qui a plus de connaissances que les autres pour conduire les touristes en montagne, mais comme vous l'avez compris, à la fin du XVIIIe, il n'y a pas de diplôme et il n'y a pas encore de structure. Et pareil, le matériel utilisé, c'est du matériel agricole qui est recyclé. Les premières cordes sont des royaises, qu'on appelle en patois, sont des cordes pour faire des ballots de foin. Et les premiers piolets sont des piolettes, donc des petites haches pour tailler le bois, qui vont servir ensuite à tailler la glace et qui vont être progressivement modifiées. Donc c'est vraiment le début de l'alpinisme. Donc au fur et à mesure, on va se bagarrer, comme vous le savez, avec Chamonix. Si vous êtes venu à la conférence de l'ouverture de la fête des guides, c'était un petit peu le sujet. Pour trouver une voie d'ascension au Mont Blanc, comme vous le savez, ce sont les guides chamoniards qui vont trouver l'itinéraire et qui vont faire de Chamonix la capitale mondiale de l'alpinisme, pour l'instant. Et donc, Saint-Gervais va se replier sur les termes et il va y avoir une seconde vague de redécouverte de la montagne et du métier de guide après les guerres napoléoniennes en 1815. Et là, déjà, on est sur une seconde phase où les guides vont commencer à se structurer parce qu'il y a un afflux touristique. L'afflux touristique, il est assez significatif à partir des années 1860, suite à la médiatisation de l'ascension de deux Anglais qui s'appellent Hudson et Kennedy, qui ont fait l'ascension du Mont Blanc depuis Bionasset en suivant principalement l'itinéraire classique qu'on appelle aujourd'hui la voie royale, donc par l'aiguille du Goûter. Et donc eux sont des bourgeois londoniens, des Britanniques qui vont rentrer dans l'Angleterre de la reine Victoria et ils vont populariser cette voie, notamment autour de conférences, d'images, et ils vont rapporter que la voie qui part de Saint-Gervais est beaucoup plus intéressante que celle de Chamonix, qui a été ouverte par Jacques Balmat en 1786, parce qu'elle suit donc un système d'arêtes, alors que la voie qu'on appelle de l'ancien passage, celle de Chamonix, suit un système de plateau de glacier et est plus encaissé. Donc la voie royale, la classique du Mont Blanc aujourd'hui, va être à la mode à partir des années donc 1860, le temps que ça se popularise. Et là, ça va donner un certain dynamisme à Saint-Gervais. Et les guides qui ne sont pas encore organisés de manière structurée, ils vont décider donc de se regrouper. On a une première mention dans les années 1850, donc d'un petit bureau des guides, en fait, où les guides locaux se regroupent autour de Joseph-Auguste Octenier, qui est un des pionniers du Mont Blanc, qui aurait réussi l'ascension avant les Anglais dans les années 1853. Et donc on a un embryon, un premier noyau, pour pouvoir répondre donc à cette demande de clients britanniques qui veulent aller au Mont Blanc par le Goûter. Et puis par la suite, donc dans les années 1800, un petit peu avant les années 1880, on va décider de construire un refuge à l'emplacement de l'aiguille du Goûter, donc en 1858-59, si je me souviens bien. Et donc le fait d'avoir une cabane à 3800 mètres en haut de l'aiguille du Goûter va résoudre un petit peu les difficultés d'ascension et va populariser l'itinéraire de Saint-Gervais.
forcément, ça ne plaît pas trop de l'autre côté de la vallée, où le refuge des Grands Mulets qui alimente la voie de l'ancien passage, la voie chamoniarde, est déjà bien en place et perd au fur et à mesure des clients. Lui, il a été fondé en 1853 et donc là, il perd un petit peu ses clients et ça ne plaît pas trop aux guides chamoniards. Les guides chamoniards qui ont depuis 1821 un certain monopole sur la profession et aussi ils ont été mandatés par le roi de Piémont-Sardaigne. Ils ont eu le droit de faire passer les diplômes en fait. Et donc avec le développement de la voie de Saint-Gervais, ça pose problème parce que les Saint-Gervelins vont passer leur diplôme à Chamonix, mais forcément ils ne sont pas très bien reçus. Donc le guide-chef de l'époque, ce fameux octonier, il va faire des requêtes progressivement auprès des autorités. Alors au début, c'est encore le régime sarde, donc auprès de l'intendant du Faucigny. Et ensuite, en 1860, la Savoie devient française, donc auprès de la préfecture. Et la pression chamoniarde fait que ça traîne, et c'est toujours difficile pour les jeunes de la vallée d'obtenir un diplôme, maintenant que c'est structuré. Et c'est dans cette logique, en 1864, ils vont décider de s'élever et de créer la Compagnie des guides de Saint-Gervais, comme vous la connaissez aujourd'hui, justement pour répondre à ces problèmes de diplôme, parce qu'en tant que compagnie, ils sont adjoints à Chamonix pour faire passer les diplômes. Et à partir de 1864, c'est les deux compagnies qui vont faire passer les diplômes. Donc voilà un petit peu la genèse de notre compagnie. Alors on a retrouvé des archives assez intéressantes à autour. On a le règlement, il y a 55 alinéas de règlement pour la fondation en 1864. Et on a retrouvé avec Emma, la conservatrice du patrimoine de Haute-Tour, des règlements antérieurs de 1862 et 1863. Donc c'était intéressant de voir que au final, 1864, c'est simplement la finalité d'un long processus de structuration des guides à Saint-Gervais. Donc, rien de très original, comme à Chamonix, comme à Courmayeur, la Compagnie des guides de Saint-Gervais repose sur 3 grands piliers. Donc, le premier pilier, c'est la caisse de secours, c'est ce que je vous ai parlé. C'est l'origine de la création des guides de Chamonix. À Saint-Gervais, donc ça a été repris. Donc c'est ce fonds de solidarité qui permet d'aider les guides blessés et les familles endeuillées. Donc elle est alimentée par une contribution qui est prélevée sur le tarif des courses, sur le salaire des guides en gros. Le deuxième pilier important, c'est le tour de rôle. Le tour de rôle, c'est une répartition équitable du travail en fait entre tous les membres de la compagnie. À la différence des écoles de ski où c'est un système plus patriarcal, où on distribue le travail du numéro 1 jusqu'au dernier. Les compagnies des guides, donc dès 1821, dès 1864, elles ont mis en place ce tour de rôle donc, où le travail il est distribué de manière assez équitable. Chaque jour, chaque soir, donc vous avez la salle de tour de rôle où se retrouvent les guides qui veulent travailler pour le lendemain. Et donc, il y a les courses proposées pour le lendemain, et en face, il y a la liste des guides. Et donc, le premier prend telle course, le deuxième ne prend rien parce qu'il n'a pas envie, le troisième, ainsi de suite, jusqu'à ce que le travail soit épuisé. Et si le lundi, je dis n'importe quoi, on a fini au numéro 14, le mardi, on recommence au numéro 15. Et donc, ça fait qu'à un moment donné, dans la semaine, et on peut choisir son travail, quelque chose qui nous intéresse, et à un moment donné dans la semaine, on peut ne rien avoir, ou prendre ce qui reste. Et ça, c'est présent dès le début. Et à l'origine, à la création de la compagnie des guides, les règlements sont très stricts sur le tour de rôle. Aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu modifié, mais à l'origine, c'était très important. Le troisième grand pilier, c'est le fait de participer à l'aménagement du territoire, et donc notamment la construction, la rénovation, et la modernisation des refuges et des voies d'ascension. Donc pour vous donner des exemples concrets, voilà, la construction du refuge du Goûter par les guides de Saint-Gervais, ça a constitué donc au milieu du 19e siècle 68 ou 69 portages à dos d'homme dans l'aiguille du Goûter pour monter une cabane à peu près de 6 places qui pourrait accueillir 6 à 8 personnes avec un tout petit coin cuisine et un poêle en fonte qu'ils ont monté à dos d'homme. Donc voilà, vraiment la mise en place un petit peu des prémices des refuges.
Et c'est vraiment donc le guide participe au terroir en fait, à l'aménagement du terrain. Même chose à Chamonix, et aujourd'hui c'est encore présent, souvent les compagnies des guides possèdent encore des refuges. Et Chamonix possède par exemple encore à l'heure actuelle le refuge des Cosmiques, le refuge du requin par exemple, et de la Charpoix. Et la compagnie des guides de Saint-Gervais possède un refuge sur la commune des Contamines qui s'appelle le refuge des Prés. Donc c'est des choses qu'on a quand même essayé de garder. Oui, il est bien le refuge des Prés. Voilà. Donc voilà un petit peu les bases de la compagnie. À l'origine, il y a deux types de guides qui se développent au XIXe siècle. Donc le guide de haute montagne, l'image que vous en avez actuellement, celui qui va sur les glaciers, qui manipule la corde, le piolet, et le guide muletier, qui promène la belle madame ou le beau monsieur qui est en villégiature au terme, sur les flancs du Mont Joli ou au refuge de Trait-la-Tête. Et donc ces deux branches du métier de guide vont donner donc pour les uns guide de haute montagne et pour les autres le métier d'accompagnateur en montagne qui existe actuellement et ils sont les héritiers des guides muletiers du XIXe siècle. À l'époque, il existait même un règlement pour les mules, pour la gestion des mules et la manière de promener les gens. Et donc, on a une clientèle à Saint-Gervais qui va venir donc faire de l'alpinisme, donc escalade, les glaciers, surtout le Mont Blanc, hein, forcément. Et la clientèle des thermes qui vont prendre plutôt ces guides muletiers qui sont des accompagnateurs hein, pour aller faire de la randonnée et de la moyenne montagne. Notamment avec des grands pique-niques, c'est les fameuses pierres à déjeuner que vous trouvez dans tous les endroits. Donc 19e siècle, voilà, il y a encore ces deux branches. Et puis petit à petit, donc, le mulet va disparaître au profit de l'accompagnateur en moyenne montagne. Donc notre compagnie, elle est vieille, hein, c'est la deuxième compagnie des guides en France. Et dans le monde, elle est dans le top 5 des compagnies, avec Courmayeur qui a été fondée en 1850. Et après, deux compagnies en Suisse, Zermatt et Grindelwald. Je n'ai pas les dates exactes, qui sont juste un petit peu avant nous. Et elle a été aussi source d'inspiration. En 1865, les règlements et le mode de fonctionnement est récupéré par les guides de Sixte Fer à Cheval, qui décident de créer une compagnie. À l'époque, il y a un dynamisme touristique à Sixte. En fait, c'est l'envers de Chamonix. Et ils ont beaucoup de clients britanniques et ils décident de s'organiser en compagnie. Et donc, ils vont récupérer nos règlements et créer une structure qui n'existe plus aujourd'hui, hein, qui s'est éteinte je ne sais pas quand, mais ils n'ont plus le titre de compagnie des guides. Mais on a été une source d'inspiration au cours du XXe siècle pour les voisins de Sixte Fer à Cheval. Donc, c'est pas rien. Hein. Je vais boire un coup. Je vous laisse souffler. Donc je vous ai fait un petit peu l'historique. On va parler aussi un peu des réalités un petit peu plus actuelles. Mais le présent est forcément lié à l'histoire. La semaine dernière, c'était la fête des guides dans notre vallée. Et ça me permet de faire le lien avec cette fameuse caisse de secours. La fête des guides, en fait, c'est le moyen de récolter de l'argent pour la caisse de secours. Donc elle a été réfléchie dans les années 1938. On faisait un peu une fête des guides et de l'Alpe au Prarion. Et c'est vraiment à partir de 1947 que les contributions des guides ne suffisaient plus à alimenter la caisse de secours. Donc les guides ont eu l'idée de faire une fête des guides pour pouvoir promouvoir un petit peu leur métier, mais aussi pour trouver des fonds pour la caisse de secours. Donc dans ces structures Chamonix-Saint-Gervais, vous voyez que le lien entre présent et histoire, il est assez étroit. Et souvent, l'héritage lointain a toujours du sens encore aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, notre fête des guides, elle permet d'alimenter le fonds de solidarité. Le tour de rôle a été modifié, mais il existe encore. Et on parlait des refuges. Encore aujourd'hui, les guides sont présents dans la construction des refuges.
C'est ce titre de compagnie, un peu il y a un guide qui disait tout le temps le métier de guide, il y a plein de guides en France, il y a plein de guides dans le monde. Nous, ce qui nous différencie, c'est notre histoire. Et notamment le titre compagnie, c'est un label historique. Et c'est Saint-Gervais et Chamonix aujourd'hui qui sont les dernières structures à pouvoir porter ce titre. Et parce qu'elles existaient avant que l'État légifère sur la profession. L'État a créé le diplôme de guide comme nous on le connaît aujourd'hui, après la Seconde Guerre mondiale, pour faire simple, 1945, 1947, même si ça avait été réfléchi un petit peu avant. Et les compagnies de guides existaient déjà depuis très très longtemps. Et elles ont pu garder ce nom compagnie des guides. Donc si aujourd'hui vous voulez créer une structure de guide dans votre village au fin fond de la Creuse ou de la Normandie, vous avez le droit, mais ce sera le titre de bureau des guides qu'il faudra utiliser. Vous ne pourrez pas utiliser le titre de compagnie, qui est un label historique réservé un petit peu aux pionniers. Alors on a parlé de la compagnie des guides de Saint-Gervais, mais vous avez vu qu'aujourd'hui, alors elle a évolué dans le temps, elle a évolué dans le temps notamment parce qu'à un moment donné, les voisins ont tapé au carreau. Et donc, les guides de l'époque ont eu l'idée de faire une structure qui regroupait l'ensemble de la vallée. À l'origine, il fallait être né à Saint-Gervais pour pouvoir appartenir à la compagnie des guides de Saint-Gervais. Et ça, c'était pareil à Chamonix. Et c'est toujours un peu la guéguerre entre les guides de Cham et d'Argentière parce qu'à l'origine, les Argentéraux n'avaient pas le droit d'aller à la compagnie des guides de Chamonix. Saint-Gervais, c'était la même chose. Et si Frison-Roche est le premier étranger à être entré dans les années 30 à la compagnie des guides de Chamonix, nous c'est Charles Clément Blanc qui est arrivé en 1942 et qui était originaire de Beaufort, du Beaufortin, et qui était de parenté avec la famille Vialet. Donc à l'origine c'est un milieu un petit peu fermé où on défend une profession. Et elle s'est ouverte à partir des années 60 en fait, et notamment grâce à l'arrivée de jeunes guides aux Contamines. Les Contamines ont essayé d'organiser une structure, donc ils ont eu un petit bureau des guides qui a été créé en 1955, où il y avait à peu près 5 personnes, dont 3 qui appartenaient à la même famille, les Contamines quoi. Et donc ils avaient fait un petit bureau des guides, mais ça n'a pas beaucoup fonctionné à partir des années 1858, il y avait plus de clientèle et ils se sont rapprochés de Saint-Gervais et en 1965 donc ils ont décidé de fusionner en fait. Et donc à partir de ce moment-là, la compagnie des guides a pris le titre de compagnie des guides Saint-Gervais-Valmontjoie, ce qui a perduré un petit peu dans les années 80 sous le titre compagnie des guides du Valmontjoie, jusqu'à ces dernières années où pour l'instant, vu que c'est encore 2 communes différentes, on est obligé d'utiliser le titre Compagnie des guides de Saint-Gervais, les Contamines. Donc le titre lui-même aussi, il est historique. Donc aujourd'hui, ça englobe un petit peu les guides de toute la vallée. Donc il y a à peu près une centaine de professionnels sur le papier, dont 75 qui travaillent sur le terrain, répartis en 3 professions, donc les guides de haute montagne, les accompagnateurs en montagne et les moniteurs d'escalade. Et donc la compagnie s'est beaucoup diversifiée à partir des années 90 pour s'adapter un petit peu aux nouvelles réalités économiques et touristiques. Donc aujourd'hui, on ne fait plus que de l'alpinisme. Alors nous, on a essayé de garder ce qu'on appelle le cœur de métier. Aujourd'hui, 90% des rentrées des recettes de la compagnie des guides, c'est tout ce qui tourne autour de la montagne. Donc le ski de montagne, le ski de randonnée, l'escalade, l'alpinisme, la cascade de glace, la randonnée. Et on a très peu, un pourcentage assez faible de toutes les activités annexes. À l'inverse de Chamonix, Chamonix, 30% de leurs recettes, c'est le cœur de métier. Donc nous, on est resté encore vraiment dans l'authentique. Un guide fait de l'alpinisme, un accompagnateur fait de la randonnée. Mais on a été obligé de se diversifier. Enfin, on n'a pas été obligé, mais c'est un petit peu... faut s'adapter aux réalités du moment. Vous avez vu en plus que les conditions en montagne, elles sont de plus en plus difficiles. Donc, il faut mettre plusieurs cordes sur son arc. Donc, c'est pour ça qu'il y a des activités un petit peu annexes, comme le saut à l'élastique, le parcours aventure, le refuge des prés, qui permettent d'avoir des revenus pas simplement centralisés sur la montagne.
On est organisé donc la maison mère reste à Saint-Gervais, vu que c'est la commune où a été fondée la compagnie. Et on a un bureau qui n'est pas une annexe, qui est un bureau à part entière au Contamine. Mais c'est simplement, ça reste un ensemble, c'est 2 points de vente. Comme pour Chamonix, ils ont un point de vente à Argentière, je crois qu'il existe toujours. Donc voilà, alors cette année pour nous ça a été un petit peu plus compliqué parce que, comme vous l'avez compris, la situation privilégiée de Saint-Gervais, de la compagnie des guides Saint-Gervais-les-Contamines, c'est d'être au pied du Mont Blanc. Et on est beaucoup dépendant des ascensions du Mont Blanc. Et aujourd'hui, avec les conditions un petit peu difficiles, c'est une grande part du travail qui s'en va. Donc c'est pas évident, c'est pour ça qu'on essaye de se diversifier. Mais voilà, c'est pas facile. Mais sinon, tout va bien. Donc voilà, je vous ai brossé un petit peu le tableau et l'historique de la compagnie des guides. L'idée un peu aussi de cette conférence, le titre est un peu pompeux, c'est surtout d'aller à la rencontre du public. Donc je vais vous donner la parole si vous avez des questions sur l'histoire de la compagnie des guides, sur le métier, à Saint-Gervais, sur le métier de guide en général. Voilà, ce qui nous résume, c'est notre histoire et c'est un petit peu un pont entre tradition et modernité. Et aujourd'hui, la tradition, c'est aussi pour nous une manière de se présenter et ça peut être un outil commercial aussi. Et donc, on est héritier de tout ça. C'est très important pour nous. C'est un savant mélange entre nouveaux arrivants, entre gens du pays aussi. C'est un peu cette ambiance à la compagnie des guides avec des guides qui viennent de l'extérieur, des guides qui sont originaires de la vallée. Et on essaye de mettre en avant notre histoire, justement, comme une forme de différence par rapport à d'autres structures qui ont une orientation peut-être plus commerciale ou sur d'autres secteurs. Donc ce documentaire il résume bien un petit peu l'esprit de la compagnie, comme disait Pascal. Donc c'est intéressant. Je vais rendre la parole au public. Je vais vous donner le micro si vous avez des questions. Voilà. L'idée c'est de discuter un petit peu suite à tout ça. Et puis voilà, vous avez la chance d'avoir un guide. Vous pouvez lui poser des questions. Il y a Louis, mon confrère qui est accompagnateur. Vous pouvez lui aussi lui poser des questions. Et voilà. Merci en tout cas d'être venu. Et puis il y a des fidèles. Je les remercie beaucoup. Qui voilà, ils financent la caisse de secours, c'est gentil. Et ils font tourner le musée des guides de Haute-Tour aussi. Si vous êtes encore en vacances ou de passage à Saint-Gervais, vous pouvez venir visiter la maison forte de Haute-Tour. Il y a encore, c'est la dernière année je crois, toute la scénographie donc, sur l'historique de la compagnie. L'année prochaine, le musée va être restructuré, donc ce sera une exposition sur les refuges. Et ensuite, il va y avoir une nouvelle scénographie sur l'histoire de la compagnie. Donc au bout de 10 ans, on essaie, la mairie, le patrimoine, les guides essayent de moderniser donc, un petit peu la mise en place. Je vous remercie et je vous réfléchissez à vos questions. La première femme guide, c'est Sarah. Ça doit être, j'ai pas la date exacte, mais c'est dans les années 2015. Non. Ah non, c'est très récent, ouais. C'est très récent, ouais. Et même pas l'accompagnatrice. Ah si, il y a eu des accompagnatrices déjà bien avant, dans les années 90. Mais la première femme guide, ouais, il faut attendre, je pense, ouais, autour de 2015-2016, Sarah, ouais, qui est rentrée comme aspirante guide et ensuite guide, ouais. Et pour l'instant, elle est toute seule, donc si vous avez des idées de vocation. Mais on aimerait bien avoir d'autres femmes guides, mais c'est vrai que Chamonix polarise un petit peu toutes les attentions, quoi. Et puis aussi, le volume de femmes guides en France, il est beaucoup plus réduit que les garçons. Donc, une fois que c'est dispersé sur toute la France, chacun a la sienne, quoi. Hein, ça fait pas beaucoup, quoi. Mais là, il y a une politique de l'École nationale de ski d'alpinisme et puis de l'État aussi, d'essayer d'encourager les filles à passer le diplôme de guide. Et du coup, ils veulent arriver à peu près à 10% dans les promos de femmes. Et donc ça arrive doucement, ouais. Ça arrive doucement et c'est plutôt bien pour la profession, ouais. Donc ouais, nous, voilà. On aimerait bien qu'il y ait d'autres filles. On aimerait bien aussi avoir... Sarah, elle est originaire de Tarentaise.
On aimerait bien voir une fille du pays, quoi. Une locale de l'étape qui passe son diplôme de guide et qui rentre à la compagnie. Donc on attend, il faut être patient, je pense. Alors, le logo de la compagnie, on pense qu'il a été fait dans les... Alors, il a sûrement été réfléchi dès la fondation, mais je pense que c'est surtout au début des années 1900 qu'ils ont réfléchi au logo, notamment quand il a fallu faire les médailles. Les médailles de guide qu'on a, je crois qu'elles datent des années 1909, et elles n'ont pas changé depuis. Et c'est toujours marqué dessus Société des guides de Saint-Gervais. Puisque le nom a évolué comme pour Chamonix. Il y a eu Association des guides de Saint-Gervais, Société des guides de Saint-Gervais, puis Compagnie des guides. Voilà. Tout ça a été sensiblement la même chose. Et sur nos médailles, c'est toujours Société des guides de Saint-Gervais. Les cordes, les piolets, effectivement, comme tu disais Odile, on comprend le sens. Le lion, c'est le lion du Val-Montjoie, en fait. Donc c'est le symbole de la vallée. Et donc le blason traditionnel de la commune de Saint-Gervais, c'est le lion de moitié. Et le blason traditionnel de la commune des Contamines, c'est le lion en entier, avec les deux couleurs, jaune et bleu. Et donc ça, c'est toujours... j'ai pas de réponse à vous donner, mais je trouverai bientôt. C'est un lien avec les comtes de Montjoie. Alors, est-ce que les comtes de Montjoie, quand ils ont acheté la vallée, comme ça se faisait au XVIIIe siècle, ils ont repris le blason qui existait déjà, ce qui m'étonnerait, ou ils ont apporté leur propre blason, en fait. Donc ce serait le blason des comtes de Montjoie, qui s'appelle la famille Anselme de Montjoie, ils sont originaires plutôt de la Combe de Savoie et de la région de Chambéry, ouais. Et ils ont acheté la vallée pas au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle. Et donc le blason est resté, et maintenant c'est le blason des deux communes de la vallée. Voilà. Et si vous êtes intéressé par l'héraldique, il y a toutes des nominations, c'est un lion d'or sur fond d'azur, voilà. Et donc Saint-Gervais, c'est le demi-lion, et les Contamines, c'est le lion en entier. Alors oui, c'est une question d'actualité. À Chamonix, oui, c'est Bradley Carlson, je crois, un guide d'origine américaine qui est écologue, qui a réfléchi pour les 200 ans, donc à orienter la fête des 200 ans autour de une réflexion sur l'environnement. Nous aussi, on a une commission de réflexion sur justement les enjeux du réchauffement climatique, de l'évolution de la montagne. Et donc, elle est animée par Benjamin, qui lui, en plus, fait le relais avec l'Association nationale des guides, avec le syndicat national des guides. Les dernières réunions auxquelles j'ai assisté, c'était d'avoir une réflexion. On se rend compte, notre plus grosse source de pollution, la compagnie des guides, c'est le fait de faire venir les gens en voiture, en fait. Donc, voilà. Donc l'idée d'essayer de favoriser des mobilités douces. Et donc cette commission réfléchissait à savoir comment on peut inciter les gens à venir en train ou à covoiturer. En vélo, ça fait peut-être un peu loin. Et donc, essayer au maximum, du moins pour les gens qui sont sur le territoire français, de pouvoir venir en train, même si c'est compliqué de se déplacer en train en France. C'est peut-être plus facile pour les Suisses. Et donc, ils réfléchissaient donc de faire peut-être un geste pour les gens qui se déplacent, en train ou une mobilité douce. Mais c'est assez compliqué à mettre en place parce que, comme toujours, il faut modifier le système, le schéma économique et c'est difficile. Donc ils avaient pas mal de réflexions là-dessus et aussi ils font des actions où ils vont nettoyer des endroits, des torrents. Et, ça peut être ils participaient par exemple au nettoyage dans le Verdon pour aller enlever les vieilles carcasses de voitures, les choses comme ça. Donc voilà, alors moi je ne suis pas dans cette commission, hein. Moi je suis plus dans la commission patrimoine et tradition, mais c'est intéressant, mais voilà c'était un peu les derniers enjeux et ils ont réfléchi à des choses un petit peu comme ça. Mais pour l'instant, non, on n'a pas de plaquettes vraiment et il n'y a rien qui est mis en place, mais ça devrait se faire bientôt, ouais. Ça, il faut traverser la rue et aller à la mairie, ça. Moi, je ne peux pas vraiment vous répondre. J'ai rencontré le maire à la fête des guides et donc il a évoqué certains projets en fait.
Mais je ne pourrais pas vous répondre précisément. On n'est pas vraiment acteur de ce projet-là. Apparemment, ce serait peut-être de réduire... voilà, je pense que c'est des hypothèses, mais il parlait de réduire le nombre de nuitées dans le nouveau refuge et que que ça bascule en vase communicant sur l'ancien rénové. Mais en tout cas, j'ai l'impression que dans sa logique, ça restera un ensemble, du moins sous la gestion du club alpin ou d'un privé ou de quelqu'un d'autre. Mais si c'est rénové, dans la logique communale, ça devrait rester ensemble. Voilà. Après, je ne peux pas vous en dire. Il y a eu beaucoup de projets, ça a été compliqué. Les conditions de construction du nouveau allaient avec le démantèlement de l'ancien. Il y a eu un vide juridique, ça ne s'est pas fait. Donc aujourd'hui, c'est une coquille vide. Les guides de Saint-Gervais de Chamonix avaient proposé un projet, parce que nous, on avait un accès difficile au nouveau refuge. On voulait créer un refuge pour nous, de 30 places, pour nos clients. Ça ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, voilà, c'est dans les mains de la mairie, mais je pense qu'il y a d'autres partenaires aussi, la préfecture. Et ils appartiennent à qui ces refuges? Au Club Alpin ou à Saint-Gervais, à la mairie de Saint-Gervais? Ah, les refuges. Alors, Saint-Gervais, ils sont très bons, le terrain est communal. Ah oui, donc c'est. C'est les guides du goûter, le terrain est communal. Les refuges, en tout cas, les refuges appartiennent à tout le monde. Ils ont été construits avec des fonds publics, si vous voulez. Mais c'est le CAF qui en a la gestion, le Club Alpin, voilà. Mais je ne suis pas un grand expert de toute la législation au niveau des refuges, mais ce ne sont pas des refuges privés où c'est différent. Je crois que par exemple à Chamonix, la moitié du refuge du requin appartient à la commune. Ouais. Là, c'est un petit peu différent. Ouais. La commune est partie prenante, elle a financé la construction, elle a le terrain, etc. Mais c'est le club alpin qui gère là. Et donc pour l'instant, le club alpin voilà, fait un petit peu comme il l'entend, mais bon, il a quand même il est censé avoir du moins une certaine notion de service public. Voilà. Alors ça, c'est le grand débat. Vous avez déjà vu, quand on met 4 barres de fer pour aller au sommet du Mont Blanc, c'est le scandale. Alors vous imaginez aménager le couloir du goûter. Le couloir du goûter, c'est bien vous qui vous en occupez? On est mandaté par la commune de Saint-Gervais pour installer le câble. Voilà. Mais on n'est pas propriétaire du câble ou on n'a pas la gestion de la sécurité. Voilà. Et donc, il y a eu plein de projets. La fondation Petzel voulait faire un tunnel, il y a eu des casquettes, etc. Voilà, ça paraît un peu compliqué. Ce débat, je pense qu'il était intéressant il y a peut-être 10 ans. Parce que c'était des chutes de pierre dans l'entonnoir du couloir. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça n'a plus de débat. C'est que la montagne, elle s'écroule en entier. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et, voilà. Ils veulent agrandir, modifier le refuge là-haut. Est-ce qu'on pourra un jour y retourner? Alors, bien sûr, on peut y retourner à certaines périodes de l'année. C'est juste, je pense que pour l'instant, la saisonnalité va changer, en fait. Il y a même une réflexion de fermer, par exemple, de ne plus prendre de réservation pour le mois d'août au refuge du goûter. Ça, pareil, c'est une idée du maire. Et on a fait une réunion. De ne plus prendre de réservation au mois d'août sur Internet. Revenir un peu à l'ancienne, ce qui est pas mal, avec le carnet, au refuge du goûter, pour que justement, si on ferme, ce ne soit pas un désastre économique pour les guides, pour le club alpin ou pour les refuges. Voilà sa logique. Et essayer de réfléchir à travailler peut-être en octobre, plus tard. En juin, on le fait déjà. Ça a déjà été modifié il y a peut-être 20 ans. Ou le mois de juin, nous, c'est là qu'on faisait le plus de stages Mont Blanc, quand les conditions étaient au rendez-vous. Et donc le mois de juin à Saint-Gervais, c'est une bonne clientèle. Vous avez les alpinistes, c'est bien, ça a bien pris. Et peut-être qu'on va être obligé d'essayer de dynamiser le mois d'octobre, septembre, octobre, pour en faire un nouveau mois de juin. Et donc peut-être avoir une organisation différente, voilà. Partir en vacances au mois d'août et puis revenir bosser septembre, octobre. Ça va être différent, surtout les Mont Blanc en octobre, septembre, c'est super sympa. Il y a des belles lumières, il y a des conditions, c'est très très bien. Donc tout ça, ce sont des pistes, c'est des logiques de réflexion. Les guides sont partie prenante, mais ne sont pas les seuls acteurs. Il y a la commune, il y a les gardiens de refuge, il y a tout le monde. Les remontées mécaniques, c'est compliqué aussi, c'est la compagnie du Mont Blanc. Donc voilà, ils n'ont pas que des sites dans la vallée de Saint-Gervais. Donc voilà, il
Vaste réflexion. Alors voilà, on n'est pas là pour faire de la politique. Je ne connais pas tout non plus les tenants, les aboutissants, mais les guides participent et nous, on est surtout des consultants et puis on donne nos points de vue sur les réalités de la montagne. Voilà. Après, on n'a pas le poids de faire ouvrir le tramway du Mont Blanc au mois d'octobre à la Compagnie du Mont Blanc. Voilà. Si un jour on pense que c'est bien pour l'alpinisme français, pour l'alpinisme au pays du Mont Blanc, ben voilà, on va passer par la mairie, par la préfecture, etc. Mais on n'a pas de pouvoir politique très très important, quoi. Si, avec Chamonix, quand on travaille ensemble, on a un petit peu plus de poids, voilà. Mais on ne peut pas intervenir sur tous les dossiers avec Chamonix non plus. Est-ce que le tramway est ouvert à quelle période? Le tramway, il ouvre même pas en fonction des refuges, en fait. Il ouvre de plus en plus tard et il ferme de plus en plus tôt. Généralement, il est ouvert du début juin et jusqu'à début septembre. Pour vous donner un ordre d'idée, maintenant c'est 15-20 juin et à peu près 15-20 septembre. Voilà. Ils ont peut-être intérêt, les investissements. Donc c'est assez... voilà. Pour l'alpinisme, c'est quand même assez court, quoi. 1er juin serait bien, mais... Vous faites souvent des Mont Blanc partant de Bionnassay? Alors on a une formule, le Mont Blanc à l'ancienne, ouais, qui existe toujours. On part de Bionnassay et donc c'est en plusieurs étapes, je crois que c'est en 4 jours. Ouais. Ouais, c'est... Et donc ouais, c'est un Mont Blanc un peu gastronomique, on fait que de manger, mais c'est sympa, ouais. Mont Blanc à l'ancienne, ouais. Et ça a bien fonctionné, ouais. Ça a bien fonctionné, voilà. Alors, c'est dur la législation en montagne. De légiférer sur un espace naturel, c'est pas évident. C'est toujours en mouvement. Et donc, le maire est responsable de la sécurité sur son territoire. Mais s'il fait un arrêté municipal ou le préfet, un arrêté préfectoral pour interdire l'accès au Mont Blanc, vous pouvez fermer, mais vous ne pouvez jamais rouvrir. Parce que ce n'est pas une piscine où vous pouvez dire que le bassin est sécurisé. C'est que même quand les conditions sont bonnes, il y aura toujours des pépins, des accidents, une pierre qui roule, le pas de chance, etc. Donc il n'y a pas d'arrêté, c'est pas légiféré sur la voie d'accès. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle un droit coutumier, c'est les guides locaux qui connaissent la montagne, ils peuvent prendre la décision en leur nom de ne plus y aller. Et généralement, ça fait foi dans la profession, mais libre à chacun. Voilà. Chamonix-Saint-Gervais, on décide qui sont comme vous l'avez compris, les compagnies historiques. Et aujourd'hui, en France, les compagnies qui ont quand même le plus grand poids, voilà, aussi bien économique qu'en nombre de membres, et puis en politique aussi, ont décidé de ne plus y aller, en fait. Après, les guides pouvaient continuer à y aller, mais du coup, nous, quand on prend cette décision, ben voilà, ça sonne un peu le glas de l'ascension du Mont Blanc. Après, certains guides l'ont fait, et bon, bah, s'ils ont jugé que c'était bien, tant mieux. Tant mieux, hein. Et c'était à quelle période ça? On a appris ça au mois de juillet, ouais. Les décisions ont été assez tôt cette année. Et le problème, c'est que derrière, bah, y avait encore beaucoup d'ascensions de gens, alors qu'il y avait beaucoup de chutes de pierres. Et le maire a eu peur qu'il y ait des accidents graves et dramatiques. Donc pour décourager les gens, il a décidé de faire un arrêté préfectoral pour fermer les refuges. Voilà. Mais ça, un refuge, on peut le réouvrir, quoi. C'est comme un bâtiment du public. Voilà. Mais non, il n'y a pas de loi sur l'ascension du Mont Blanc. Nous, on a décidé de ne plus y aller. Et voilà. Si demain, je vais faire l'ascension de la Grande Casse en Vanoise et que le bureau des guides de Pralognan me dise bah, « nous, on n'y va plus », franchement, je ne vais pas y aller, je pense. Parce qu'il faut quand même... Et puis en plus, s'il y a un pépin, je pense que le juge va dire c'est quand même bizarre, les compagnies, les guides locaux n'allaient plus au Mont Blanc, vous aidez. Donc voilà. Mais voilà, nous on l'a fait surtout pour nous, hein. C'est pas... Souvent c'est mal interprété. Certains guides peuvent penser, voilà, les gros, ils ont un certain lobbying et ils font ce qu'ils veulent. Nous, on a décidé de ne plus aller au Mont Blanc, de ne plus vendre les ascensions parce que y avait des risques. On s'est concerté avec Chamonix parce que voilà, on travaille ensemble maintenant. Et après, libre à chacun de faire comme il l'entend. Mais bon, là, il n'y avait pas vraiment de questions à se poser. Vous avez tous vu un peu les images des chutes de pierre dans le couloir du goûter. On n'est plus à des simples chutes de pierre. C'est des effondrements, des écroulements, des éboulements, quoi.
Voilà. Donc voilà un peu le feuilleton de l'été, ouais. Alors, ça a été l'idée de pouvoir un peu décharger l'aiguille du goûter par les grands mulets. Ça s'est fait dans un premier temps. Christophe Profit avait tracé. Il y a un guide de chez nous qui a été aussi, mais l'itinéraire était déjà compliqué avant le réchauffement climatique au Grand Mulets. Et donc, voilà, c'est difficile aussi là-bas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la canicule de cet été, le réchauffement climatique, ça ne touche pas que l'aiguille du goûter. Hein. C'est partout dans les Alpes, j'ai l'impression que c'est partout dans le monde. Donc, si l'aiguille du goûter est en mauvaise condition, il y a de fortes chances que les grands mulets le soient aussi, quoi. Donc les Gonella, très vite, la voie du Pape versant italien, ils n'ont plus eu d'eau. Les crevasses étaient très grandes. L'itinéraire depuis les Cosmiques, je crois que ce sont les pentes du Maudit. Moi, j'y vais rarement, mais je crois que les pentes du Maudit étaient en mauvaise condition. Donc, tout est difficile. Hein. On peut prendre d'autres exemples. Les dômes de Miage, on n'a pas pu traverser à partir du mois de juillet. Ouais. Donc, on allait au 3e dôme en aller-retour, puis on revenait, quoi. Parce que la pente qui descend sur le col de la Bérengère a tellement fondu, elle est devenue tellement raide que c'est catastrophique, ouais. Donc c'est partout pareil, hein. C'est généralisé. Voilà, c'est pas. Donc même les grands mulets, je pense que ça a été compliqué. J'y ai regardé ce matin, j'étais à l'arrêt des Cosmiques. J'ai regardé un petit peu. Alors je pense que peut-être l'arête nord est encore sauvée, mais les plateaux, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu encore des chutes de sérac et il y a encore des grosses rimées qui vont être difficiles à franchir, même cet automne, ouais. Ça s'est quand même bien amélioré. Alors, le grand débat, est-ce qu'il faut réglementer ou non la montagne? Je ne vais pas rentrer dedans, hein. Mais en tout cas, moi j'ai commencé en 2013, quand j'étais aspirant guide. Depuis, ça s'est quand même amélioré. Les premières années, il y avait beaucoup de camping sauvage, les gens laissaient leurs déchets, et puis une tente et peut vite s'envoler. Enfin, il y avait plein de choses. Et depuis que ça a été un petit peu au fur et à mesure, hein, sans que ce soit forcément des règles très strictes, j'ai l'impression que depuis 10 ans, ça s'est quand même bien amélioré. Après, voilà, c'est toujours le débat où commence la liberté de l'un et où s'arrête celle de l'autre. Mais en tout cas, pour l'environnement, forcément, il y a des pollutions. Le refuge du goûter ne fonctionne pas toujours très bien. Donc ça crée des pollutions parce qu'ils sont obligés de bricoler un peu comme ils peuvent là-haut. C'est normal. Mais déjà, d'avoir des toilettes à tes trousses, que le camping soit réglementé, voire interdit à certains endroits, ça permet de limiter quand même un peu la pollution. Et donc il n'y a pas de gros problèmes de tas de déchets comme en Himalaya. Ouais. Alors du coup, en France, il n'existe qu'une seule école. C'est très jacobin, hein. Donc à Chamonix, c'est un peu la Sorbonne des Neiges, hein. C'est l'École nationale de ski et d'alpinisme. Et donc elle forme à peu près 350 moniteurs par an, et 350-400 moniteurs. Et pour les guides, elle forme entre 40 et 45 guides par an. Voilà. Et donc vous devez faire une liste de courses à minima sur 3 ans. Donc faire de l'alpinisme avec vos copains, mais en cochant une liste qui est de plus en plus compliquée sur un minimum de 3 ans. Donc vous constituez en fait un dossier qui est votre base d'expérience. Une fois que vous avez constitué ce dossier, vous pouvez vous présenter au concours d'entrée. Alors c'est un examen, officiellement c'est un examen, mais en vrai c'est un petit peu un concours. Et donc vous pouvez vous présenter. Au concours, vous avez 2 semaines de concours, vous avez une semaine de concours à une semaine technique, avec diverses épreuves, et puis une semaine montagne où vous êtes encordé avec un enseignant et juge si vous avez le pied marin ou pas. Le pied marin ? Voilà, ouais. Marin, c'est pas bon, je pense, si vous l'avez. On peut avoir les deux, peut-être. Moi, je suis pas un grand marin. Et donc, et une fois que vous avez réussi ce concours d'entrée, vous êtes stagiaire, et là, vous partez pour une formation qui dure à peu près 4 ans et 3 mois, voilà, et qui est articulée donc entre beaucoup de terrain, et des cours en salle comme à l'université, et aussi des tutorats. Donc c'est des modules de formation qui durent à peu près 1 mois. Vous avez l'aspirant guide 1, c'est sur les fondamentaux, l'escalade, etc. pendant 1 mois, à l'automne.
Après, entre l'aspirant guide 1 et l'aspirant guide 2, vous avez déjà quelques petites prérogatives. Vous pouvez faire les écoles d'escalade avec les enfants. Et pendant cette période où vous n'êtes pas à l'école, là, il faut faire du tutorat. Et après, l'aspirant guide 2, c'est tout ce qui est lié à la nivologie, le ski, etc. Et ainsi de suite, et vous avez avancé comme ça dans votre formation. Une fois que vous avez l'aspirant guide 3, c'est le diplôme classique d'aspirant guide, là, vous pouvez commencer à travailler avec des prérogatives qui sont quand même assez larges. Et vous avez 2 ans où vous n'avez pas besoin d'aller à l'école. Mais il faut refaire une liste de courses. Donc liste de courses en tutorat, liste de courses en amateur et liste de courses avec des clients en travail. Et du coup, vous représentez un nouveau dossier. Et là, vous avez le stage final du guide qui dure aussi 1 mois et qui est généralement, il y a 1 semaine avec ce qu'on appelle vulgairement des cobayes. Donc ça va être des stages d'application avec des vrais faux clients, des gens qui s'inscrivent à l'ENSA et qui sont des clients lambda, voilà. Et il y a 2 semaines où ils délocalisent toute l'ENSA dans les Dolomites et vous allez faire de l'alpinisme dans un massif étranger. Et il y a 1 semaine grande course où vous allez faire des grandes courses. Voilà. Et donc au bout de cette formation, vous avez maintenant c'est un diplôme d'État. Diplôme d'État, alpiniste, guide de haute montagne, voilà. Et après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Généralement, à 95%, les guides sont des travailleurs indépendants. Ils peuvent monter leur agence de voyage ou mettre un panneau dans leur jardin ici, guide de haute montagne, voilà, ça arrive. La majorité des guides à l'heure actuelle en France sont des guides indépendants, site internet, tout ce que vous voulez, comme n'importe quel indépendant, comme votre notaire ou votre dentiste, c'est exactement la même chose. Et puis après, il y a les bureaux des guides qui existent un peu dans tous les villages de montagne, qui sont le regroupement de 10-15 guides, et qui fonctionne comme une ESF mais version montagne. Et puis après, vous avez les 2 compagnies, voilà. Mais là, pour rentrer, c'est pas la même limonade, quoi. Et il y a l'UCPA qui représente les guides qui, eux, sont salariés, voilà. Son Club Med, UCPA, sont des structures plus associatives, je dirais, et où les guides sont salariés. Je crois que ce sont les seuls, ouais. Voilà. Alors, si vous voulez rentrer à la compagnie des guides de Saint-Gervais, voilà, et vous allez déjà venir pendant 2 ans comme renfort. Ça veut dire que la compagnie va vous sous-traiter du travail, en fait. Donc vous n'appartenez pas à la compagnie, mais nous, l'été, on est débordés. Donc le soir, à 19h, il nous reste encore 3 courses à distribuer pour le lendemain. Donc on a une liste de guides partout en France, puis on les appelle « Salut, ça t'intéresse d'aller au Dôme de Miage demain? Parce qu'on n'a plus de guide. » Il dit oui, il dit non, il dit oui, il dit non. Donc il faut faire ça déjà pendant 2 ans, travailler pour la structure en termes de renfort. Vous êtes payé normalement, c'est pas du tout un travail, c'est juste que vous n'appartenez pas à la structure. Une fois que vous avez fait ça pendant 2 ans, il faut faire une lettre de motivation, voilà. Et donc on étudie votre cas. Et après vous êtes voté, vous êtes déjà donc du coup proposé par le comité. Donc voilà. Le comité directeur dit voilà, on a 10 demandes, on va garder les 5 là. Et on propose à l'Assemblée Générale et vous devez être élu à 51% des voix. Et donc là, vous êtes stagiaire. Généralement, là, c'est les aspirants guides. Ça, vous le restez pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, vous êtes de nouveau voté à 61% des voix. Et là, vous êtes guide titulaire, quoi. Là, après, vous faites ce que vous voulez. Là. Pareil pour Saint-Gervais, pour Chamonix. Chamonix, c'est à peu près pareil. Ouais, c'est à peu près pareil. Nous, pour faire simple, on essaye de... Il ne suffit pas d'être Saint-Gervais. Non. On essaye d'avoir, de prendre à peu près 2 guides et 2 accompagnateurs par an. Voilà. Ça permet de renouveler un peu le cheptel. Chamonix, c'est à peu près le même principe, ouais. C'est un peu différent, mais c'est à peu près le même principe, ouais. Voilà. Avant, moi, quand j'ai commencé en 2013, si tu étais de Saint-Gervais, donc, tu n'avais pas besoin de faire les 2 ans de renfort. Donc moi, je suis arrivé, j'ai fait ma lettre de motivation, ils m'ont donné une veste, etc. Et c'était tout bon, quoi. Mais ça marche plus maintenant. Non, c'est discriminatoire, il paraît. Après, on essaye quand même de favoriser un peu les jeunes du pays parce que c'est quand même important. Et voilà, ça se fait pas officiellement, mais on essaye d'aider un peu les jeunes du pays.
du pays. J'entends les jeunes qui habitent ici, qui ont été formés ici. Il y avait le club d'escalade, il y a le club à la MJC, ceux qui ont fait des courses avec les guides, etc. On essaye de donner la main parce que c'est le moyen de transmettre le flambeau. Parce que vous pouvez avoir des guides, ils font une carrière de 10 ans, puis après ils repartent dans les calanques faire leur retraite, quoi. Et nous, ce qu'on veut, c'est un peu la politique de Saint-Gervais, c'est que ce soit un village qui vive un petit peu à l'année, tu vois. Du coup, comme j'expliquais, c'est un savant mélange entre des locaux et puis des nouveaux arrivants. Voilà. Le problème de la compagnie des guides, c'est le système économique, en fait. C'est le schéma économique. C'est une plateforme, en fait, entre des guides, des clients. Des guides qui cherchent du travail et des clients qui cherchent des guides. Donc votre compagnie des guides, elle peut faire 6 millions de chiffre d'affaires, mais à la fin de l'été, avoir très peu d'argent dans ses caisses, parce que c'est simplement en fait du passage en fait. Donc ça marchait très bien il y a quelques années où voilà, il n'y avait pas de frais, on n'avait pas besoin, je sais pas, il y a 50 ans, il n'y avait pas besoin d'avoir un site internet, d'avoir un bus, il y avait moins de législation sur ci, sur ça, vous n'avez pas besoin d'avoir un avocat, un comptable, ou j'en sais rien. Puis quand il y avait 30 guides, aujourd'hui les frais augmentent, hein, et puis les rentrées d'argent sont toujours les mêmes. Donc c'est problématique. Moi, président de la Caisse de secours, je suis bénévole, et le président de la compagnie des guides, il est encore bénévole, ouais. Donc ouais, c'est un peu. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir des locaux parce qu'on a toujours besoin d'un coup de main, mais qui est un coup de main souvent bénévole, quoi. Voilà. Donc c'est sûr qu'à l'avenir aussi, il faudra réfléchir au schéma économique, quoi. À la fois, il ne faut pas trop ponctionner les guides pour qu'ils puissent bien gagner leur vie, mais il faut que la structure ait suffisamment de ressources pour prendre en charge les investissements, les bâtiments, les bus, les secrétaires, etc. Et on a un métier qui demande aussi beaucoup de secrétaires parce qu'il faut réserver des refuges à gauche, il faut renseigner le voyageur, celui qui veut aller au Mont Blanc, celui qui veut le refuge des Prés, etc. Il y a le parcours aventure, le saut à l'élastique, donc il y a toute une ressource humaine assez importante. Et derrière, voilà, le schéma, il ne fonctionne pas. Ce qui fait la force des écoles de ski, c'est que tous les cours collectifs, voilà, permettent de générer beaucoup d'argent à la structure et avoir des structures fortes. Nous, on a des structures qui sont relativement faibles, en fait. Surtout que la compagnie des guides, vous prenez du travail à la compagnie des guides. Voilà, imaginons demain, vous avez réservé un dôme de Miage. Au tour de rôle, moi j'aime bien y aller, je vais prendre ça. Tiens, on se rend compte, on fait la course, etc. Vous allez payer votre dôme de Miage à la compagnie où vous l'avez déjà réservé à l'avance. Et sur ce dôme de Miage, la compagnie va garder 10% et le reste sera pour le guide. Voilà. Mais l'année d'après, vous voulez revenir pour faire l'aiguille de Bionasset, et bien là, vous êtes considéré comme client privé. Donc vous allez m'appeler en direct et tout de suite, vous sortez du système de la compagnie des guides en fait. Donc les bons guides qui fidélisent leur clientèle, ils ne passent plus par la structure. Donc ce qui ne génère pas les petits 10% qu'on appelle les masses, qui sont la rentrée d'argent qui fait vivre la structure. Donc les secrétaires passent du temps à chercher du travail et des clients pour ensuite qu'ils s'en aillent. Et aujourd'hui, on sait que chercher un client, ça coûte 9 fois plus cher que de le fidéliser. Donc voilà, il y a toute une réflexion. Alors ça, c'est de l'économie, hein. Et c'est la même chose à Chamonix, ouais. Et ça, c'est l'héritage de 1864 et de ce fameux tour de rôle, quoi. Donc comment garder un système plutôt équitable en essayant de le moderniser aux réalités actuelles, ouais. Non, on n'a pas de masse sur... par exemple, toi qui fais de la montagne avec Pierre de manière régulière, Pierre, sur toutes les courses que tu lui règles, il ne paye pas de masse. Par contre, on a une cotisation annuelle qui dépend de notre place dans la société. Si on est titulaire, si on est aspirant guide, si on est honoraire, ou guide retraité, voilà, qui a un droit d'entrée, qui a une cotisation. Et... Peu importe le nombre de courses qu'on fait. Peu importe le nombre de courses. C'est pour ça qu'il y a plusieurs statuts, voilà. Les guides honoraires, ils ont une cotisation qui est presque rien parce que ils sont à la retraite, quoi. Ils viennent juste boire un coup à la fête des guides, quoi. Et à l'inverse, la cotisation pour les guides titulaires, elle est assez élevée parce que c'est des gens qui vont prendre du travail régulièrement, quoi. Voilà. Donc il y a une cotisation d'entrée, un droit d'entrée, si on peut dire. Derrière toutes les courses qui sont générées par la compagnie des guides, il y a les masses, ce qu'on appelle. Les masses dépendent aussi de votre place. Là, c'est à l'inverse.
plus vous êtes titulaire, plus la masse est faible. Mais par contre, les clients qui ne transitent pas par la compagnie des guides, même si vous connaissez, même si on ne se connaît pas, vous m'appelez, ça ne passe pas par la compagnie, et donc du coup, il n'y aura pas de masse pour la compagnie. Ouais. Ah oui, oui, ça fait partie du métier. Et puis, il y a même des spécialisations. Nous, on a gardé du coup une partie de la compagnie. On a une secrétaire dédiée au voyage. Donc, ça fonctionne sous forme de tout compris, c'est l'organisation de voyage. Alors, on héberge les voyages de nos guides. Donc, c'est souvent à l'origine d'un guide qui va monter un voyage. Je ne sais pas, je peux décider de monter un voyage au Spitzberg. Donc, je vais avec mes clients fidèles, etc. La secrétaire va m'aider à monter un petit peu le dossier. Et puis derrière, donc, elle héberge mon voyage et je reverse un pourcentage qui correspond à des masses, en fait, tout simplement sur les voyages. Ça fonctionne très bien. On a des guides qui font beaucoup ça. On héberge des voyages de guides extérieurs. Parce que maintenant, c'est très compliqué, la législation, le rapatriement, l'assurance, l'ARC, le ci, le ça, le remboursement. Donc, un guide corse qui n'est pas dans une structure et qui est tout seul, qui veut aller faire un voyage à l'étranger, il peut venir chez nous. Il va profiter de notre secrétaire, on va monter son voyage, etc. Et il va repayer une masse aussi. Ouais. Et après, il y a des voyages qu'on vend nous et que ça passe en direct et qui sont distribués au tour de rôle classiquement. Ouais. Après, la compagnie des guides, ils vendent beaucoup le ski de rando dans le Grand Nord, enfin en Scandinavie, Norvège, Spitzberg, Groenland, les choses comme ça. Après, il y a des guides qui vont partout. Puis il n'y a pas que les guides, il y a les accompagnateurs qui font beaucoup. On a 2 accompagnateurs qui font beaucoup de voyages au Maroc, etc. Donc non, c'est varié, ouais. C'est très varié. Ça fait partie, ouais. Après, vous avez autant de guides que de profils, en fait. Il y en a, ils vont plus faire de l'escalade, il y en a, ils vont faire du canyon, il y en a, ils vont faire que des voyages. Il y en a, ils vont faire que des Mont Blanc. Donc, vous avez vraiment une palette qui est variée. Chacun trouve un peu son truc. Il y en a, ils vont faire que du ski. Et c'est très varié, ouais. Et puis, il y en a qui font un peu tout. Voilà. Il y en a, ils vont en Suisse parce qu'ils parlent couramment allemand. Et on avait un guide qui est à la retraite maintenant, il allait tout le temps en Autriche. Lui, c'était son trip, faire des raids à ski en Autriche, il parlait allemand, c'était génial. Ouais. Après, vous pouvez trouver votre voie, ouais. Chacun, après, on est toujours obligé des fois de faire des courses quand on n'a pas de travail autour de rôle et prendre des trucs qui sont moins intéressants, enfin qui nous intéressent moins. Mais vous pouvez vous spécialiser un peu dans ce que vous voulez ou pas. Ça dépend, ouais. C'est l'heure de l'apéro.